Soyez les bienvenus à cette masterclass dans le cadre du 30e Festival international du film fantastique de Gérard May. Une masterclass exceptionnelle avec évidemment un invité exceptionnel que vous connaissez tous, Kim Ji-woon. Et pour modérer cette masterclass avec le réalisateur sud-coréen, je vais vous demander d'accueillir donc à mes côtés le modérateur. Il s'agit du journaliste et réalisateur Yves Montmailleur. Et il va venir accompagné de la traductrice. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Yejin Kim, Yves Montmailleur et Kim Ji-woon. On est vraiment ravis et honorés de vous retrouver ici à Gérard May et en France. Vous avez souvent l'habitude de venir en France au Festival du film asiatique de Deauville, à Cannes, et maintenant à Gérard May. Donc on va s'entretenir sur votre carrière. N'ayez pas peur, on ne va pas commencer à faire un exposé didactique. Ce n'est pas l'idée. Cool. Et en fait, je vais commencer. Alors, première question, c'est que, avant même donc, de passer à la réalisation, avant même de débuter donc, comme réalisateur, vous êtes un bouillique de cinéma, de film. Et on peut dire que c'est, d'une certaine manière, votre première profession, être cinéphile. 그러니까 감독 데뷔하기 전에 한 10여 년을 백수로 살았어요. 그러니까 그때 뭐 백수니까 할 일이 없으니까 영화들을 많이 봤고, 사실은 이제 내가 영화를 많이 보게 된 거는 아버지의 영향이 큽니다. 아버지가 워낙 영화 광이셔가지고 어렸을 때부터 그 미군이 이제 우리나라에 있었는데, 그래서 미군들을 위해서 FKA라는 미군을 위한 방송이 있었어요. 거기서 금요일, 토요일, 일요일 날 영화들을 많이 상영을 했는데, 아버지랑 이제 제가 이제 막내 아들인데 밤늦게까지 아버지랑 그 말도 알아들을 수 없는 미국 영화들을 많이 봤던 것 같아요. 그래서 이제 영화감으로서 자라난 거는 아버지 영향이 되게 컸던 것 같습니다. En fait, avant de devenir réalisateur de films, pendant 10 ans, j'étais oisive, sans emploi, donc comme j'avais rien à faire de mes journées, donc je passais mon temps à regarder des films. Et si je suis devenue cinéphile, effectivement, il y a eu une très grande influence de mon père, parce que en Corée, donc il y a toujours donc, des bases américaines, et il y avait donc une chaîne qui s'appelait AFKN, qui était donc une chaîne américaine, avec des programmes donc, américains pour les Américains qui vivaient en Corée du Sud. Et donc cette chaîne-là diffusait des films américains vendredi, samedi et dimanche. Et comme j'étais le benjamin de la famille, je passais mon temps avec mon père à voir des films américains auxquels je ne comprenais rien puisque je ne parlais pas anglais. 그래서 이제 그 영화를 보면서 이제 영화의 이제 비하인드 스토리 같은 것들을 아버님이 많이 말씀해 주셨어요. 사실은 우리 그 당시에는 이제 아랑드롱 같은 배우들이 이제 되게 잘생긴 미남 배우로 이제 유명했었는데, 사실 아랑드롱보다 장폴 베몬더 더 뛰어난 더 연기파 배우다, 장가방이 더 연기파 배우다, 이런 것도 말씀해 주셨고, 리처드 위드마크라는 배우가 되게 악역 전문인데 사실은 되게 명문대 출신의 되게 지식인이다. 그리고 셜리 템플이라는 악역 배우가 주디 갈랜드가 아역 때는 되게 화려했지만은 되게 생애 자체는 그렇게 평생 이렇게 행복하지는 않았었다. 이런 얘기들을 많이 해주셨던 것 같아요. 그래서 그런 영화에 대한 지식들을 많이 이제 얻게 됐었죠.
Et puis en fait, il me racontait toujours un peu les coulisses des acteurs, des films. Par exemple, à l'époque, Alain Delon était un acteur qui était absolument très beau. Et en fait, il me disait, oui, mais en fait, Jean-Paul Belmondo est meilleur acteur que Alain Delon. Et il disait que finalement, c'était Gabin qui était meilleur acteur. Et puis, il me disait que, par exemple, l'acteur américain Richard Widmark était toujours cantonné à des rôles de méchants, mais que finalement, c'était un très grand intello qui avait fait les meilleures universités américaines. Qu'il y avait Shirley Temple et Judy Garland qui étaient donc des enfants stars, mais que malgré leur joie de vivre, elles avaient aussi des tristesses cachées. 그래서 어렸을 때부터 그 아랑드롱을 사람들이 많이 알았었는데 장폴 벨몬도나 이제 장가방 같은 배우들, 뭐 이브 몽프당 같은 배우들은 이렇게 대중적으로 인기 있는 배우는 아니었어가지고 그렇지만 이제 저는 어렸을 때 아버지 얘기를 듣고 그 배우들을 되게 좋아했던 그런 기억이 나요. Et à l'époque, Alain Delon était très connu, mais en comparaison, Gabin, Belmondo, Montand étaient des acteurs qui étaient moins connus, mais donc je les ai connus grâce à mon père à l'époque. 특히 장폴 벨몬도의 이제 한국 제목은 리오의 사나이인데 불어 제목은 잘 모르겠어요. 리오의 사나이 장폴 벨몬도는 가장 좋아하는 영화 중에 하나였던 걸 기억하고 있어요. Et je me souviens d'ailleurs avoir beaucoup aimé L'Homme de Rio. Alors donc voilà, vous arrivez à voir ces films américains, ces films français, et encore une fois, votre limite, c'est-à-dire que vous êtes un cinéphile sans frontières, vous vous intéressez au cinéma italien, japonais, mais il faut resituer un peu le contexte de l'époque. On est encore en forme de dictature militaire, on est dans milieu des années 80, vous êtes adolescent. Où est-ce qu'on a la possibilité de voir ces films en fait? Ou est-ce que c'est dans le cadre de ciné-clubs, de facultés, ou comment vous pouvez voir ces films à l'époque en Corée? 80년대에서는 이제 한국이 이제 아주 지독한 독재 정권이었고, 그래서 이제 각 대학교의 영화 동호회에서 약간 이제 그런 정치적인 영화들, 예를 들면 이제 코스타 가브라스 영화들이라든가, 그리고 이제 새로운 어떤 영화적인 혁명들의 세계사를 그때 이제 막 장식했던 뉴웨이브 영화들, 뭐 이런 영화들도 이제 많이 보게 됐고, 저 같은 경우에는 이게 되게 한국적인 되게 특수한 상황인데, 다방에서 그때 이제 그 전두환 정권, 80년대 전두환 정권이 이제 그 정권의 어떤 포퓰리즘을 위해서, 독재 정권이기 때문에 포퓰리즘을 위해서 그 통금을 정권을 잡은 지 해제됐어요. 그러면서 이제 각 그 업소마다 이제 밤늦게가 12시 넘어서까지도 이제 영업을 하게 됐고, 그때 다방에서 그 12시 넘어서까지 영업하게 되니까 다방에서 그 비디오 영화들을, 그 수입이 안 된 영화들을 틀어주기도 했었어요. 그래서 사람들이 와서 그 밤에 다방 찻집에 와서 영화를 보는, 그래서 되게 아주 기이하고 이상한 어떤 문화, 전위적인 문화의 어떤 그 형태를 갖추게 되었고, 그래서 나도 또 어렸을 때 그런 찻집 가서, 카페에 가서 밤늦게 수입이 안 된 외국 영화들을 많이 봤던 기억이 나요. Oui, dans les années 80, c'était encore une dictature militaire très dure en Corée. Et donc il y avait les ciné-clubs à l'université, où on pouvait voir des films très politiques, comme ceux de Costa Gavras. Et on pouvait voir également des films révolutionnaires, les films de la nouvelle vague. Et ce qui était assez marrant, c'est que dans ces années-là, il y avait encore le régime donc, qui était très difficile, mais qui s'apparentait en fait un peu à du populisme. Et jusqu'à cette époque-là, il y avait normalement un couvre-feu. Et le nouveau président de l'époque avait décidé donc de mettre fin à ce couvre-feu, ce qui fait que maintenant, à l'époque, donc les différents magasins, les salons de thé, les cafés pouvaient ouvrir passé minuit. Et donc, on s'est retrouvé avec une drôle de culture où on voyait des cafés ou des salons de thé où les gens se réunissaient pour voir des films qui avaient été interdits d'un port. Alors, quand vous véritablement vous vous impliquez dans tout ce qui touche à l'enseignement du cinéma, vous commencez d'abord par le théâtre, et plus exactement aussi par la direction d'acteurs. Est-ce que, et d'ailleurs quand on regarde votre premier long métrage, The Quiet Family,
on comprend très bien que c'est un film qui est vraiment basé sur une direction d'acteur, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans un jeu théâtral, au contraire, vous cassez tous les codes du système à trois murs, déjà par votre avis, etc. Mais enfin, ce qu'on retient de ce film, c'est que c'est d'abord un film d'acteur. 그러니까 이제 그 연극을 하기 위해서 연극과를 들어간 건 아니고 사실은 이제 영화를 하는데 이제 처음으로 성인이 돼서 표현 예술, 대중 예술, 상업 예술 이런 예술을 드라마 예술 이런 것들을 처음으로 학문적으로 배우는 것이기 때문에 저는 이제 그 드라마의 기원, 드라마의 뭐 어떤 그 기원적인 것부터 공부를 해야 되지 않을까. 그래서 이제 드라마를 공부하기 위해서 연극과에 들어가게 됐고, 그리고 그래서 연극과를 시작을 했는데 결과적으로는 되게 좋은 선택이었던 것 같아요. 저는 이제 영화는 좋은 영화 보면서 충분히 공부할 수 있다고 생각하고 영화는 독학으로 가능하다고 생각이 듭니다. 그 얘기는 다시 첫째 말씀드릴게요. En fait, j'ai commencé à faire des études théâtrales, pas pour le jeu, pas pour ce que je voulais devenir acteur, mais parce que je voulais étudier l'art de l'expression, l'art du drame, et je voulais surtout remonter aux sources, à l'origine de l'art dramatique. Et pour cela, je me disais que les études théâtrales étaient vraiment quelque chose de capital, et finalement, je me rends compte que c'était un très bon choix, parce que personnellement, je pense qu'en regardant que des chefs-d'œuvre dans le cinéma, on peut devenir un très bon réalisateur sans avoir fait d'études de cinéma. Je pense que le cinéma, on peut apprendre soi-même, tout seul en fait, à faire des films. 그래서 연극과를 들어가서 이제 연극 작업을 하면서 이제 영화 감독이 되고 나서는 어떤 점들이 되게 도움이 많이 됐냐면은 일단 배우들에 대한 친화력이 생겼고 그리고 현재의 내 동년 감독들이나 또 후배 감독들한테 물어봤을 때 연기자를 가장 무서워하는, 그러니까 연기자를 되게 두려워하는, 그럼 배우한테 어떻게 디렉션을 줘야 되는지, 어떤 말을 했을 때 효과적으로 배우한테 전달되는지 이런 것들 가장 두렵게 생각하는 감독들이 되게 많았었어요. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup appris en étudiant le théâtre, c'est la façon de me familiariser avec les acteurs. Parce que quand je demande autour de moi aux jeunes réalisateurs ce qui leur fait le plus peur, généralement ils me disent que c'est la direction d'acteurs, parce qu'ils ne savent pas exactement quoi dire aux acteurs pour qu'ils deviennent plus efficaces et pour qu'ils s'améliorent. 나는 이제 연극과에 들어가서 직접 연기도 해보고 그리고 배우들이 얼마나 섬세한 인물인지 존재인지 그리고 얼마나 지독한 사람인지 얼마나 바보스러운 사람인지 또 얼마나 위대한 인물인지 이런 것들을 연극과를 통해서 연극을 하면 통해서 배우들을 좀 더 깊이 세심하게 알게 됐고 그래서 배우들한테 어떻게 디렉션을 줘야지 이게 효과적으로 전달될 수 있는가 이런 것들을 좀 터득하게 됐던 것 같아요. Oui, donc les études de théâtre m'ont servi à comprendre le jeu en tant qu'acteur, puisque j'ai aussi joué, et également à comprendre vraiment la nature même des acteurs, parce que ce sont vraiment des êtres à la fois sensibles, qui sont à la fois bêtes, mais qui sont à la fois des gens qui sont très nobles, qui sont vraiment tout à la fois. Et c'est vraiment en faisant ces études de théâtre que j'ai compris comment m'adresser à eux et comment tirer le meilleur parti d'eux. 그래서 지금도 이제 영화 배우들, 그러니까 영화 배우들한테 연기를 이제 매체 영화 연기를 하는 배우들한테 꼭 연극을 꼭 하라고 저는 이제 강하게 추천하는 편이에요. 예를 들면 한국에 이제 전도연이라는 배우가 있었는데 이 배우가 이제 한국을 대표하는 여배우이기도 한데 이 배우가 저는 이제 그 TV 탤런트, 되게 이제 스타 같은 탤런트였다가 제가 보기에는 연극을 한 편 하고 리타 길드릭이라는 어떤 그 되게 유명한 연극을 하면서 아주 훌륭한 연기자로 발돋움할 수 있는 계기가 됐던 것 같아요. Oui, donc quand je m'adresse à des jeunes acteurs, à chaque fois je leur dis que si c'est possible de commencer en fait par le théâtre. Donc il y a une grande actrice maintenant coréenne qui s'appelle Jeon Do-yeon, qui avait d'ailleurs gagné un prix à
à Cannes, donc qui avait commencé à faire de la télé, qui était une star de la télé, et elle a fait après une pièce de théâtre, et je pense qu'elle a vraiment, sa carrière a décollé également, mais elle s'est vraiment, enfin son jeu en tout cas, est devenu très différent en tout cas après son jeu au théâtre. 연극을 하면은 이제 연기자한테 어떤 도움이 되냐면은 어떤 그 캐릭터의 어떤 지속력, 이렇게 계속 그 힘을 잃지 않고 계속 지속시킬 수 있는 어떤 그런 어떠한 훈련을 얻을 수 있고, 그리고 이제 호흡을 다루는, 그러니까 사실은 연기는 사실은 호흡을 다루는 어떠한 그 매체라는 생각이 들거든요. 어느 호흡을 다루냐에 따라서 연기의 감정이 다 다르게 나와요. 그래서 그 호흡을 어떻게 다루냐, 호흡을 다루면서 어떤 감정을 쉽게 전달할 수 있는지 이런 것들을 배울 수 있고, 또 신체 훈련, 그리고 또 한편으로는 지금 현대 연기자들이 이제 독백 훈련이 안 돼 있어서 긴 대사들을 소화할 때 되게 무너지는 경우가 많은데, 연극을 하게 되면 이제 그런 독백 훈련, 긴 장면도 안정감 있게 소화할 수 있는 어떤 그러한 훈련이 될 수 있고, 또 한편으로 순간적인 어떤 장악력, 그리고 이제 관객과 끊임없이 호흡을 주고받기 때문에 그것을 빨리 캐치하고 그것을 현장을 이렇게 순간적으로 장악하는 장악력, 아무튼 여러모로 저는 그 연극을 통해서 나온 훈련한 배우들을 선호하고, 혹시 또 배우들이 연극 과정을 뵙지 않았으면 꼭 연극을 한 편을 꼭 하라고 저는 추천하는 편이죠. Oui, parce que ce qui aide en fait les acteurs, c'est vraiment la force et l'énergie qui se dégagent pendant une pièce de théâtre. Ils arrivent à maintenir sur le long terme en fait leur souffle, leur force et leur énergie pendant la pièce de théâtre. Et il y a également la respiration qui est très importante. La respiration qu'un acteur va avoir influe vraiment sur l'émotion qu'il va dégager dans son jeu, sur l'émotion. C'est quelque chose de très physique. Et par exemple, on voit de très grands acteurs qui s'effondrent tout d'un coup quand il s'agit de faire un monologue, alors que, en général, les acteurs qui sont issus du théâtre arrivent à maintenir cette stabilité pendant tout le monologue. Donc il y a une sorte de maîtrise. Quand ils jouent une pièce de théâtre, en tout cas, en plus, comme il y a le public, ils arrivent aussi à s'approprier en fait le public. Donc il y a une plus grande maîtrise. Et quand moi je fais des films, je préfère aussi travailler avec des acteurs qui sont issus du théâtre. 또 한편으로 이제 그 협업이라는 것을 이제 알게 되는 거죠. 앙상블이라는 거. 연기는 주는 것만큼 이렇게 그 리액션이 되게 중요하거든요. 어떻게 받느냐에 따라서 얼마만큼 잘 받느냐에 따라서 잘 나오게 될 수밖에 없어요. 그래서 그런 어떤 협업, 앙상블 또는 어떤 그 연기를 주는 것뿐만 아니라 연기를 이렇게 받아내는 것, 이런 훈련을 아마 연극을 통해서 많이 얻어낼 수 있지 않을까 저는 생각합니다. Oui, à travers le jeu aussi, à travers le théâtre, les acteurs comprennent ce qu'est une collaboration, parce que c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe, et donc le jeu nécessite une action et une réaction comme un match de ping-pong. Donc à travers cette action-réaction, ils arrivent à mieux s'exprimer, et le travail devient beaucoup plus facile pour les acteurs. 그래서 이제 뭐 이런 경우가 있어요. 어떤 배우한테 어떤 주문을 해요. 이거는 슬픈 감정이야. 그 슬픈 감정 몰라서 슬픈 감정을 못하는 거 아니거든요. 그래서 어떨 때는 호흡을 배로 복식을 하지 말고 이 목으로나 가슴으로 한번 해볼래? 어깨로 한번 호흡을 해볼래? 이러면은 그 안 풀렸던 슬픈 감정이 나올 때가 있어요. 자꾸 복식 훈련돼서 이제 복식 호흡을 가지고 되게 이제 아주 가벼운 감정적인 슬픈 장면을 할 때 안 될 때가 있는데, 그때 너 그럼 어깨로 한번 호흡을 해봐, 가슴으로 한번 호흡을 해봐, 그럼 훨씬 더 슬픈 감정이 쉽게 들어올 수 있을 거야. 뭐 이런 주문을 할 수가 있다라는 거죠. 그리고 그 배우도 그런 주문을 받으면 바로 그 감정이 빠질 수 있다는 거예요. 그래서 호흡에 어느 부위로 호흡을 하느냐에 따라서 다른 감정들이 나올 수 있다라는 거, 이런 것들을 알게 되는 수 있는 어떤 또 좋은 작업 어떤 결과를 주기도 해요.
Oui, puis quand on demande à un acteur, par exemple, d'avoir une émotion très triste, on n'a pas besoin de lui décrire ce qu'est la tristesse. Il sait ce que c'est, mais parfois il n'y arrive pas. Et en fait, quand je lui dis, par exemple, de respirer, par exemple, s'il respire par le ventre, parfois je lui dis de respirer par la poitrine ou les épaules ou le cou, et la situation peut tout de suite se débloquer comme ça. En fait, tout dépend de comment est-ce qu'il respire pour produire une émotion qui peut être très différente. 그래서 어린애 연기를 이렇게 흉내를 내는 때 자꾸 어린애 흉내를 막 내는데 복식 호흡으로 어린애들 흉내를 막 내거든요. 그렇게 계속 어른밖에 될 수 없는 거거든요. 근데 어린애들은 호흡할 때 어깨와 목을 하거든요. 뭐 이런 식으로 내는데 이제 그런 식으로 이제 그 나이와 감정의 상태와 깊이와 이런 것들을 모든 것들을 다 이렇게 다른 그 신체 훈련을 통해서 다르게 표현할 수 있다는 것. 그것이 이제 연극 작업 통해서 아마 얻어질 수 있는 테크닉이 아닐까 생각합니다. Oui, ce sont vraiment des techniques qu'on apprend au théâtre. Par exemple, quand je demande aux acteurs d'avoir une sorte de jeu d'enfant, la plupart respirent par leur ventre. Et les gens qui respirent par leur ventre, ce sont les adultes. Et quand je leur dis de respirer avec le cou et les épaules, ce que font en général les enfants, ils y arrivent tout de suite. Donc vraiment, la respiration influe beaucoup sur le jeu, sur la profondeur du jeu et la diversité du jeu. On raconte d'ailleurs que vous arrive souvent de mimer leur scène aux acteurs. Vous confirmez? 되게 이제 감독들이 이제 뭐가 안 풀리면 막 이렇게 대신 자기가 연기를 하죠. 근데 되게 다 엉터리일 경우가 많아요. Oui, quand on fait face à un blocage, à un mur, parfois je mime, mais en général c'est n'importe quoi. 근데 이제 저는 이제 이런 것들이 있어요. 그러니까 배우들이 전체 리딩하기 전에 한 사람씩 개별적으로 리딩을 해요. 왜 그러냐면은 그 리딩 그 인물의 감정을 가장 정확하게 알고 있잖아요. 그래서 이제 정확한 호흡을 전달할 수 있고 정확한 감정을 보여줄 수 있기 때문에 전체 리딩하기 전에 저는 개별적으로 한 번씩 다 배우들을 같이 리딩을 하는 편입니다. 이제 그거는 내가 연기를 잘해서 그러는 것이 아니라 그 상대하는 인물의 어떤 감정의 호흡을 정확하게 알고 있기 때문에 그것을 전달하기 위해서요. 그래서 다 한 번씩 저랑 맞춰놓은 다음에 전체가 모여서 이제 그걸 이제 전체의 뭐 느낌을 또 보기도 하죠. Oui, et avant de faire une lecture générale avec tous les acteurs, en général, je demande toujours à faire une lecture donc à l'italienne, mais individuellement avec chaque acteur, parce que chacun d'eux sait quelle émotion, quelle respiration il va avoir, avant de faire une lecture générale avec tout le monde. 근데 이제 그 리딩을 하잖아요. 이제 보통 이제 그 연극도 그렇고 영화도 촬영 들어가기 리딩을 하는데 제가 알기로는 세상에서 제일 리딩 못하는 사람이 송강호 배우였던 것 같아요. Et ce qui est drôle ici, c'est que dans des pièces de théâtre ou avant de commencer un film, il y a toujours une séance de lecture et la personne au monde qui est la plus nulle en lecture, c'est l'acteur Song Kang-ho. 근데 저는 이해가 돼요. 왜 그러냐면은 리딩에서 어떻게 다 완벽하게 그거를 알고 얘기를 할 수 있겠어요. 송강호는 자기가 지금 대사하는 게 진짜여야 되거든요. 그러니까 가짜로 리딩하는 건 의미가 없다라고 생각하는 거예요. 그래서 리딩할 때까지 자기가 완벽하게 그 배우를 리딩을 형태에서 하는 게 아니라 자기가 알기 전까지는 그냥 흥얼흥얼대고 그냥 건성으로 하고 뭐 이런 그러면서 자기 리듬을 찾아가더라고요. 그래서 송강호 배우가 현장에서 찍을 때는 그게 진짜 이것이 리얼한 순간이다라고 생각하는 배우인 것 같아요. 그래서 컷하면은 다른 배우들은 그냥 컷을 알아듣는데 송강호는 항상 매번 깜짝깜짝 놀라요. 그래서 그 자기가 만드는 또 하나의 현실에서 깨어나는 어떤 그런 느낌을 받을 때가 있거든요. 그래서 송강호가 리딩을 못하지만 항상 현장에서 가장 리얼한 어떤 연기를 하는 어떤 그런 배우라고 생각이 듭니다. 물론 또 뭐 리딩도 잘하고 현장도 잘하는 배우도 있고요. Oui, mais je sais pourquoi est-ce qu'il est aussi mauvais, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui doit être parfait et il est limité en fait quand il fait des lectures. Pour lui, quand il lit ses dialogues,
la situation doit vraiment être réelle. Et quand on fait une lecture à l'italienne, c'est un peu faux. Donc pour lui, il trouve que c'est un peu inutile et il n'arrive pas à s'approprier le personnage. Donc il lit toujours un peu à la va-vite, il arrive en même temps à trouver petit à petit son rythme, et une fois qu'il arrive sur le plateau, là pour lui, il est vraiment dans sa vraie réalité, et parfois quand je dis couper, les autres acteurs savent que c'est fini, donc ils arrêtent leur jeu, et lui semble toujours très très surpris quand je dis couper, parce qu'en fait, finalement, il se réveille un peu alors qu'il était dans une autre réalité. Mais bien sûr, après, il y a aussi d'autres acteurs qui excellent et en lecture et sur le plateau. Alors, The Quiet Family est réalisé en 1998, votre premier film, l'adaptation de votre scénario d'ailleurs, et on découvre là, parmi la pléthore d'acteurs présents, justement Song Kang-ho et Choi Min-sik, qui vont devenir les deux plus grandes figures du cinéma coréen et deux icônes de la nouvelle vague coréenne. Et d'ailleurs, les critiques coréens ont tendance à dire que 98, c'est l'année zéro de cette nouvelle vague. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que c'était dans l'air, il y avait quelque chose dans l'air à ce moment-là qui laissait entendre qu'on allait vers ce nouveau cinéma? 예, 이제 한국의 이제 르네상스의 대표적인 시기를 얘기할 때 보통 많이 2003년도를 얘기를 해요. 그 당시에 이제 박찬욱 감독이 올드보이를 만들었었고, 봉준호 감독이 사령의 추억을 만들었었고, 제가 이제 장항홍련을 만들었었고, 그리고 이제 장준환 감독이 지구를 지켜라를 만들었던 해여서 그 당시가 이제 한국 영화의 르네상스가 꽃을 피우는 시기다라는 얘기를 많은 이제 평론가들이나 영화 학자들이 영화계들이 얘기를 합니다. Oui, les critiques parlent de l'année 2003 en fait comme le renouveau ou la renaissance en tout cas du cinéma coréen, parce que c'est l'année qui marque donc la réalisation de Old Boy par Park Chan-wook. Il y a également Bong Joon-ho qui réalise Memories of Murder, dont moi j'avais fait Deux Sœurs à l'époque, et il y a également le réalisateur Jang Joon-hwan qui avait fait Save the Green Planet. 그런데 이제 이누가 얘기한 것처럼 1998년이 되게 그런 조짐을 보였던 가장 중요한 해라고 저도 생각을 해요. 그때 그러니까 한국 영화 베스트 10 중에 6편이 다 신인 데뷔 감독들이 나왔었어요. 그거는 일찍이 한국 영화사에서 그런 시기가 없었어요. 그러니까 베스트 10을 뽑았는데 6편 이상이 다 신인 데뷔 작품들로 리스트를 채웠던 적이 없었기 때문에 아마 98년도가 가장 중요한 한국 영화 르네상스의 시작을 알리는 신호탄이지 않는가 그런 생각이 듭니다. 그리고 그 당시에 나왔던 뭐 허진호 감독, 이재용 감독, 뭐 임상수 감독, 또 저 뭐 이런 감독들이 아직도 활발하게 활동을 하고 있었죠. Oui, mais tout à fait, vous avez raison. L'année 1998 est une année charnière parce qu'en fait, on voit vraiment les prémices du cinéma coréen, parce qu'à l'époque, le top 10 était composé de 6 premiers films, et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans l'histoire du cinéma coréen. Donc, c'est vraiment le début de la période en or donc du cinéma coréen, et c'est là qu'on a commencé à découvrir les réalisateurs comme Ho Jin-ho, Lee Jae-yong, Im Sang-soo. 그러면 그 90년도 이후에 중후반 이후에 왜 한국 영화가 이렇게 폭발하게 됐느냐 이런 거를 얘기를 하면은 막 물어보면은 뭐 여러 이유가 있겠지만 제가 생각하기에는 이제 우리나라가 이제 오랫동안 독재 반민주 정권을 겪다가 90년대서부터 이제 김대중 정부, 민주 정부가 들어오면서 그동안 민주 대 반민주 이렇게 억압되어 있던 것이 약간 이제 민주화가 되면서 그동안 사람들을 억누르고 있던 인간의 어떤 문화적 다양성들이 아주 폭발하는 시절이야. 이게 이제 우리가 그 당시에 이제 영화를 하면서 이제 맞물리게 된 것이 아닌가 생각이 들고, 그리고 이제 그냥 방만하게 운영되던 영화 시스템이 운동권에서 되게 선진적인 전위적인 역할을 했던 사람들이 대거 이제 그 당시 이제 영화 운동, 문화 운동 일으키는 사람들이 그런 조직력을
알고 있는 사람들이 영화계로 들어오면서 방만하게 운영됐던 그런 영화계에 되게 조직적인 어떤 그러한 시스템을 갖추게 되는 이유도 있지 않을까 저는 생각이 듭니다. Alors après, quand on pose la question pourquoi est-ce que le cinéma coréen a explosé à partir du milieu des années 90, je pense qu'il y a différentes raisons. Alors effectivement, il y avait eu la dictature militaire juste avant, et c'est dans les années 90 qu'on arrive à avoir la démocratie en Corée. Et jusque-là, en fait, il y avait énormément de sentiments refoulés à cause de l'oppression qui soudain explosent avec la démocratie. Donc il y a une diversité aussi qui se met en place. Et mis à part cela, il y a également le système cinématographique coréen qui était un peu toujours dans le désordre et qui petit à petit commence à être plus structuré grâce aux gens qui avaient travaillé dans les mouvements pour la démocratie. Et donc le cinéma coréen devient un peu plus organisé. 그리고 이제 또 한국인 특유의 되게 급한 성격들, 막 되게 익사이팅하고 되게 급한 성격, 모든 걸 빨리빨리 막 만들어내는 어떤 이런 성격, 국민적인 기질도 아마 이제 그 이유 중에 하나가 될 것 같아요. Aussi, l'une des autres raisons, c'est le caractère des Coréens qui sont toujours très impatients. Il faut que tout aille très très vite. 거기에는 이제 우리나라가 후발 그 자본주의였기 때문에 압축 성장이란 말 알아요? 압축 성장을 해야 되기 때문에 모든 걸 빨리 알고 모든 걸 빨리 결과물로 만들어야 되는 그런 어떤 시기를 그런 자본주의 과정을 거쳤어요. 그래서 아마 이제 그런 것들을 되게 빠른 결과물을 내고 빠르게 집행하고 빠르게 속도전을 내는 어떤 그런 국민적인 지질로 바뀌지 않았나 생각이 듭니다. Et ce caractère, je pense aussi, est dû à la démocratie tardive que les Coréens ont connue. Donc on parle, je crois qu'il y a un terme qui s'appelle développement compressé ou comprimé, c'est-à-dire que les gens, pour rattraper le temps perdu dans la dictature, essaient de rattraper donc, le temps perdu, et il faut que tout aille très très vite. Donc les gens sont impatients et très pressés. 그래서 거기에는 이제 선진국에 대한 어떤 열망들이 되게 강력하게 있었죠. 우리나라는 어떻게 해야지 빨리 일본처럼 잘 살 수 있나? 우리나라는 어떻게 해야지 빨리 프랑스나 영국이나 미국처럼 문화적인 선진국이 될 수 있나? 뭐 어떻게 하면 미국처럼 강한 나라가 될 수 있나? 이런 것에 대한 열망이 되게 컸던 것 같아요. 그래서 아마 이제 또 이제 그 지정학적인 이유도 있을 것 같아요. 주변에 너무나 강대국이 많거든요. 일본, 차이나, 소련, 또 미국의 어떤 그 군정도 있었고, 그러니까 강대국에서 살아남을 수 있는 방법은 우리들이 똑똑해야 된다는 어떤 생각들, 우리들이 열심히 살아야 된다는 생각들, 그러니까 약소국이 강해질 수 있는 여러 가지 방법들, 이런 것들을 자생적으로 생각하지 않았나. 그래서 아마 그 통계를 보면은 근현대사에서 가장 그 고도 성장을 이룬 나라 중에 가장 대표적인 나라로 한국이 뽑히는 이유가 어떤 그런 오랜 열망 때문에 그런 주변의 어떤 강국에 의해서 살아남는 어떤 자생적 터득한 어떤 민족적인 생존 방법을 택한 것이 아닐까 생각이 듭니다. Oui, donc en fait, comme on voulait atteindre très vite le niveau des pays industrialisés, on se demandait comment est-ce qu'on pouvait devenir aussi riche que le Japon, comment est-ce qu'on pouvait devenir culturellement aussi important que les pays européens, comment devenir aussi puissant que les États-Unis, tout ça pour rattraper le retard. Et il y a aussi une question de géopolitique, c'est-à-dire que la Corée est un tout petit pays qui est cerné par de très grands pays comme la Chine, la Russie, le Japon, les États-Unis. Donc le pays a toujours voulu rester en vie. Et la seule solution, en fait, c'était d'être intelligent, parce que ce qui reste pour les petits pays, il n'y a que ça, donc quand on est faible. Et donc la seule solution, en fait, voilà, c'était d'être très rapide, de rattraper le retard. Et c'est peut-être cet esprit justement de survie en tant que petit pays qui a fait que c'est ça qui a formé en fait le caractère des Coréens. 되게 한국의 어떤 5,000년 역사인데 되게 이제 작은 나라로서 이제 한 번도 다른 나라를 침범하지 않는, 침략하거나 하지 않는 어떤 약하고 평화스러운 민족이었고, 너무 주변에 일본, 소련, 중국, 미국 이런 어떤 강대국의 어떤 그 열강 속에서 많은 어떤 침략과 시달림을 받았던, 그러면서
우리들끼리 잘 견뎌내야지 된다는 어떤 이런 것들이 되게 강한 어떤 민족성을 키우지 않았나? 뭐 저는 그렇게 생각합니다. Oui, en fait, c'est un pays qui a 5000 ans d'histoire, mais comme c'est un petit pays, c'était toujours un pays pacifique qui n'a jamais envahi, qui n'a jamais colonisé d'autres pays et qui, justement, comme c'est un pays qui est cerné par tous les pays que j'ai cités tout à l'heure, il s'est développé, je pense, une sorte de quête de survie entre nous pour pouvoir rester en vie. Et je pense que c'est ça aussi qui a été. 영화 얘기를 많이 해야 되는데 역사 얘기를 많이 해서 이제 빨리 이제 영화 얘기로 넘어가겠습니다. Je suis là pour parler cinéma, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'histoire. Non, mais ça va de pair, parce que c'est effectivement le cinéma coréen existe, ce nouveau cinéma coréen existe avec ses repères historiques. Comme s'il s'agit de parler du New American Cinema, de Coppola, Friedkin, Brian De Palma. On est obligé de parler de la guerre du Vietnam, enfin d'inscrire dans l'histoire de l'époque. Donc c'est un éclairage plus qu'intéressant. Et alors justement, vous parliez de cette impatience à faire des films, cette impatience également à jouer, qu'on retrouve dans vos films, dans les autres films, mais notamment avec des acteurs comme Song Kang-ho, parce que c'est vous qui le faites débuter, et on le retrouve dans un rôle titre dans votre comédie qui suit, The Falcon. Mais vous, par exemple, généralement, et ça, on va retrouver ça dans la plupart des films que vous avez réalisés par la suite, vous êtes un perfectionniste. Vous adorez composer vos plans au cordeau. Vous travaillez sur une chorégraphie totalement millimétrée, avec cette gestuelle, etc. Donc, avec un attrait pour la mise en scène, vraiment. Et puis, en même temps, pof, vous injectez du chaos avec les acteurs, avec notamment Song Kang-ho, qui va tout détruire de l'intérieur, qui va apporter du chaos. Est-ce que je me trompe ou ça fait partie, est-ce que peut-être que c'est pas formellement conscient, mais est-ce que vous aimez ce sentiment d'autodestruction qu'on retrouve dans beaucoup de vos films, il est mis en scène. 송강호는 이제 사실은 송강호 이전과 송강호 이후로 나눌 수 있을 정도로 송강호는 되게 아주 모던한 어떤 연기의 소유자인 것 같아요. 그러니까 송강호 이전에 그런 연기를 보여준 적이 없었던 것 같고, 송강호가 나오면서 이제 이전과 이후 한국 연기사를 이렇게 본다면 그렇게 나눌 정도로 아주 독보적이고 유니크하고 모던한 어떤 그런 배우라고 생각이 듭니다. L'acteur Song Kang-ho est vraiment unique. Il a un jeu qui est très moderne et je pourrais pratiquement dire que dans l'histoire du cinéma coréen, il y a une période pré-Song Kang-ho et une période post-Song Kang-ho. Et la période pré-Song Kang-ho, on n'avait jamais vu en fait un acteur jouer de cette manière-là. Et donc avec son apparition, il y a vraiment en tout cas ce jeu très moderne qu'il a. 그리고 저는 이제 이렇게 완벽한 그 콘티나 스토리보드를 또는 완벽주의를 기울이는 편은 아니에요. 그러니까 저는 이제 협업을 되게 중요시하는 사람이고, 특히 각 파트마다의 어떤 그 아티스트들의 재능과 그들이 무엇을 보여줄 수 있는 걸 궁금해하는 사람이기 때문에 저는 좀 완벽하게 가져가지 않아요. 저는 대강의 큰 그림을 가져가고 현장에서 저 촬영 감독이 어떤 앵글을 잡으려고 하는지, 빛을 어떻게 다루려고 하는지, 그리고 저 연기자가 저 공간에 들어왔을 때 어떤 느낌으로 들어온지 이런 것들을 면밀히 들여다보는 편이에요. 그래서 거기 들여다보면서 그 공간이 이제 빛이 들어오고 카메라 감독이 내가 대충 얘기한 앵글로 잡고, 그리고 배우가 어떤 상태로 들어와서 그 빛 안에 들어올 때 이런 걸 보면서 이게 어떠한 분위기가 잡힐 때는 그쪽으로 가는 편이고, 항상 송강호는 최민식과 송강호라는 그런 큰 배우들은 최민식이 들어올 때랑 송강호가 들어올 때는 약간 좀 다른 어떤 느낌이 있는데, 송강호는 항상 이렇게 아주 유니크한 느낌으로 공간을 점유하고 있고, 그래서 항상 그 송강호 보여지는 어떤 유니크함 때문에 나 또한 그것을 보고 되게 새로운 거 할 수 있겠구나, 이런 용기와 자신감을 얻게 되는 거죠.
그래서 저는 다른 파트 현장에 왔을 때 마치 내가 최고의 관객의 입장에서 고양된 훈련된 관객의 입장에서 저 아티스트들이 무엇을 보여줄 수 있는지 무엇을 하려고 했는지를 되게 관찰하는 편이에요. 그래서 그때 일어나는 어떤 순간적 스파크들 또 그때 일어나는 새로운 어떤 조짐들 이런 것들을 그냥 뭐 그런 것들을 이제 픽업해서 그것을 이제 그 장면화하는데 그런 스타일로 연기를 하는 편이고 그래서 다분히 조금 내가 그리는 그림은 있지만은 조금 그들에게 여지를 주는 편이고 그렇지만 끊임없이 뭐 이렇게 즉흥적으로 연기를 할 장면을 만들 수 없으니까 항상 전체와 끝과 어떤 일관성들을 항상 염두에 두면서 그들의 어떤 재능들을 구현시키려고 하는 편이죠. En fait, je ne suis pas du tout quelqu'un de perfectionniste, même par exemple dans mes storyboards. J'attache beaucoup d'importance à la collaboration et pour moi c'est vraiment le talent de chaque chef de poste qui fait la différence dans un film. Par exemple, le directeur de la photo s'occupe de la lumière. En fait, en général, je regarde en fait avec beaucoup de précision et de détails pour ce que font donc les chefs de poste. Je leur montre en général, je dessine en fait un peu l'ensemble et après je regarde comment est-ce que chacun travaille. Le directeur de la photo prendra un certain angle, l'acteur jouera dans une certaine tonalité de lumière et je trouve par exemple l'ambiance que je voulais et donc je continue dans cette lignée-là. Les acteurs en fait à chaque fois aussi s'approprient l'espace, surtout Song Kang-ho qui est très unique et quand je vois ce qu'il fait, parfois aussi ça me donne le courage de continuer d'une autre manière. Et sur le plateau, donc en général, je suis très observateur. Je regarde en fait peut-être les petits riens qui peuvent changer les choses, les petites étincelles, et je regarde et puis donc je m'approprie donc ces petites choses. Et je laisse donc beaucoup le champ libre à toute l'équipe. Et bien sûr, l'improvisation est également importante, mais on ne peut pas non plus improviser tout un film. Donc j'essaie en fait qu'il y ait une certaine logique, une certaine régularité à travers tout le film. 최민식, 그러니까 올드보이의 최민식과 그리고 기생충의 송강호는 두 사람 다 한국 대표하는 명연기자지만 너무나 사실은 성질이 다른 배우인 것 같아요. 최민식은 좀 고전적이고 메소드 방식을 많이 선택하는 것 같고 되게 뜨거운 연기를 하는 스타일이고 송강호는 되게 모던하고 유니크하고 현대적인 연기를 하는 사람이고 그리고 송강호의 경우에 되게 차가운 어떤 그런 성질을 연기를 하는 배우라고 생각이 듭니다. Et concernant les deux acteurs, en fait, Choi Min-sik a été très connu depuis donc Old Boy et puis donc Song Kang-ho effectivement aussi pour Parasite. Mais si Choi Min-sik est quelqu'un qui c'est un acteur qui est très dans le classique. Il est beaucoup dans la méthode et la méthode donc l'acteur studio et donc c'est un acteur qui est très brûlant, qui est très chaud et en comparaison Song Kang-ho c'est quelqu'un qui est très moderne, qui est unique mais qui est donc dans son jeu quelqu'un qui est très froid. Et alors donc, vous venez de réaliser 2 comédies et puis là de film en film vous changez de genre. Vous surprenez d'ailleurs votre public parce qu'on a l'impression que vous allez continuer voilà, sur quelque chose que vous dominez bien et puis vous allez passer au film d'horreur avec Hotel of Two Sisters, Bittersweet Life et I Saw the Devils qui sont des polars et puis film de science-fiction. En fait, voilà, et Western Spaghetti, vous vous attaquez alors à tous les genres. Alors certainement l'idée d'un challenge, vous dire j'en suis capable, mais je pense, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est aussi une manière de vous mesurer aux réalisateurs que vous adoriez, que vous avez découvert justement quand vous étiez ado, jeune, au cinéma, vous parliez tout à l'heure d'Alain Delon, mais Alain Delon, j'imagine que vous l'avez vu forcément dans Le Samouraï et les films de Jean-Pierre Melville. I Saw the Devil, on pense bien sûr au cinéma américain, à Scorsese, Robert De Niro. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée de pouvoir vous mesurer aussi à ces films, à ces monuments du cinéma?
무의식적인 그런 게 있을 수 있죠. 근데 저는 그냥 모든 장르들 영화들을 내가 어렸을 때부터 봤던 모든 장르 영화들을 다 사랑하고 로맨틱 코미디 빼고 다 장르 영화를 해보고 싶은 어떤 욕망은 있어요. Inconsciemment, oui, peut-être, mais en fait, même depuis mon enfance, j'ai toujours adoré tous les genres donc au cinéma, donc j'ai toujours voulu faire, en tout cas, m'attaquer à tous les genres de films, excepté la comédie romantique. 이게 드라마라는 거는 이제 저는 제 생각엔 제가 해석하는 드라마라는 거는 어떤 두려움을 다루는 형식 같아요. 그래서 이제 장르마다 그 두려움의 어떤 그 개별성, 유형이 있는 거죠. 호러 영화는 보이지 않는 존재에 대한 두려움이 있어요. 그거는 영혼일 수도 있고 귀신일 수도 있고 그리고 뭔가 삶 속에 숨겨진 어떤 비밀일 수도 있고 그렇게 보이지 않는 존재에 대한 두려움을 다루는 게 호러 영화라는 생각이 들고 사이파이 영화는 다가오지 미래에 대한 불안한 막연한 불안과 두려움을 다루는 거라는 생각이 들고 멜로 영화는 실현에 대한 두려움을 다루는 거라 생각이 들고 또는 스파이물은 내 그 존재 나를 누군가 알게 될까봐 진짜 내 모습을 알게 될까봐 이런 나의 존재를 누군가 알게 될까 이런 두려움을 다루는 그 무의식적인 사람들이 그런 두려움을 다루는 거라고 생각이 들어요. 그리고 액션과 폭력물 같은 경우는 정말 폭력에 대한 어떤 두려움을 다루는. 근데 나는 그 드라마라는 것은 두려움이 인간의 어떤 한 사람에게 발생하고 그것을 거쳐가면서 어떻게 극복하고 성장하는 이야기를 다루는 게 전 드라마라 생각이 들고 각 장르마다 두려움을 다루는 어떤 클리셰나 컨벤션이 있기 때문에 그것을 갖고 다루는 어떤 재미를 느낄 수 있는 것 같아요. 지금 여기 이제 이 자리에서 양크랭 감독이 있는데 그러니까 같은 세대인 것 같아요. 되게 다양한 영화들을 소화해갖고 다양한 영화를 보여주고 싶고 현대의 어떤 감성에 맞게 새로운 영화를 하고 싶은 어떤 그런 욕망들. 그래서 그런 장르를 옮겨가는 거예요. 우리 같은 세대의 감독들이 요즘 이제 그 영화방 세대인데 장르를 옮기는 거에 대해서 아무런 거부감이 없고 그만큼 이제 장르 영화를 이해도가 높기 때문에 이전 세대와는 다르지 않나 하는 생각을 듭니다. 그래서 이제 여러 장르를 믹스하기도 하고 여러 장르를 시도해보기도 하고 그런 영화관적인 요소들이 있는 것 같고 또 거기에 플러스 나는 이제 그 장르마다 이제 모든 어떤 그런 두려움을 다루는 어떤 다른 장치들이 있어서 그거를 해보는 것을 즐겨하는 것 같아요. Pour moi, ce qui définit un drame, en fait, finalement, c'est la peur. C'est toujours intrinsèquement lié. L'horreur, les films d'horreur, finalement, parlent de la peur d'une entité invisible. Alors, l'entité invisible, ça peut être un fantôme, un esprit ou un secret que l'on cache. Dans les films de science-fiction, ça parle de la peur du futur. Les films mélodramatiques, c'est la peur de l'échec sentimental. Les films d'espionnage ou les thrillers, c'est la peur que notre propre identité soit révélée. Donc tout ça fait que les films de genre parlent toujours d'une peur que l'on a tous en nous et de savoir comment la vaincre. Et c'est pour ça en fait que ça m'intéresse. Parce que dans les films de genre, il y a toujours des clichés, des conventions, et je trouve ça très amusant en fait de jouer avec. Et dans le public, et donc il y a également le réalisateur Yann Kounen, qui fait partie de ma génération. Et je pense qu'en fait, on est une génération où on a vu beaucoup de films, on a réussi à les digérer, et on arrive à les revisiter en fait pour en faire de nouveaux films à notre manière, à notre sauce. Donc on est des cinéphiles, on a aimer les films de genre et en fait on n'a aucun problème pour s'approprier et pour traiter de films de genre. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la très grande différence avec les générations de cinéphiles qui nous ont précédés. Donc on est cette génération-là, on arrive à mixer les genres et à faire de nouvelles tentatives qui ne nous font pas peur. Et chaque genre en tout cas, chaque genre est très lié en tout cas à la peur. Je pense que c'est vraiment un dispositif.
그래서 이제 그 뭐 이전에 선배 감독들의 이런 어떤 성취나 이런 거에 나도 이만큼 만들 수 있다 이런 욕구보다는 내가 살면서 좋은 영화를 보면서 내가 좋아지는 것들이 있었거든요. 그러니까 그런 아름다운 순간들, 아름다운 장면들, 아름다운 모멘텀들을 보면서 더 나빠지지 않고 이런 장면들을 만들려면 내가 어떻게 살아야 되나 라는 고민을 하면서 좋아진 부분들이 있어서 나는 그들과 겨뤄보겠다는 것보다는 그들한테 받은 아름다운 것들을, 좋은 것들을 후대, 그러니까 나 같은 존재들한테 보여줌으로써 더 좋아질 수 있는 선한 영향력이 나도 해볼 수 있지 않을까. 오히려 그쪽에, 그러니까 나 같은 방향을 못 찾은 또는 뭔가 꿈을 이루고 싶은 그런 꿈꾸는 사람들에게 나도 좋아진 게 좋은 것을 보면서 아름다운 순간들을 보면서 좋아진 게 있으니까 나도 그런 역할을 해주고 싶다라는 욕망이 그런 생각이 더 컸던 것 같아요. Et quant à votre question, en fait, si je voulais me mesurer aux grands réalisateurs, je pense pas du tout. Je pense que c'est plutôt un désir de transmettre. C'est-à-dire que en voyant justement ces grands chefs-d'œuvre, je suis devenue quelqu'un de meilleur. Ça m'a un peu transformée parce que je me disais que pour atteindre ces mouvements de beauté que l'on voit donc dans ces grands chefs-d'œuvre, il fallait que, en tout cas, ça m'a rendue meilleure parce qu'à cause de la beauté des films. Et je voulais moi-même, en tout cas, transmettre cette beauté aux générations futures, peut-être aux jeunes qui sont un peu désorientés, et parce que j'en faisais aussi partie. Donc c'était pour essayer de transmettre ces très jolis moments qui peuvent transformer les gens, mais pas du tout pour me mesurer aux grands réalisateurs que vous avez cités. 그래서 이제 어떤 아름다운 장면이나 되게 인상적인 장면을 연출한 장면들을 보면은 저걸 뭐로 찍었어? 저걸 어떻게 찍은 거야? 못지않게 저런 장면을 찍으려면 내가 어떻게 살아야 되는 것인가? 무엇이 찾아야 되고 무엇을 해야 되는가? 어떻게 살아야 되는가에 대한 생각을 많이 했던 것 같아요. Quand on voit de très belles scènes, effectivement, le côté technique fait qu'on se demande avec quoi, avec quelle caméra est-ce que cette scène a été tournée, comment est-ce qu'elle a été tournée. Ça, c'est l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect psychologique, c'est-à-dire comment atteindre cette... c'est-à-dire que je me demandais comment est-ce qu'il fallait que je vive pour pouvoir atteindre cette beauté sublime que je voyais dans les films, donc dans les chefs-d'œuvre. Donc je cherchais en moi en fait la manière dont je devais vivre, qu'est-ce que je devais changer en moi pour pouvoir atteindre ces merveilleuses scènes. 네, 그래서 지금도 끊임없이 계속 좋은 음악, 좋은 풍경, 좋은 책, 좋은 영화 계속 끊임없이 그런 것들을 보려고 노력하고 있습니다. Et à cette fin-là, justement, aujourd'hui, je continue à essayer de voir de bons films, de bons livres, de beaux paysages et de beaux morceaux de musique. 특히 독서는 끊임없이 해야 되는 것 같은 생각이 들었고, 그래서 정말 훨씬 이제 저보다 이제 많이 책을 보시는 분들도 많겠지만은 정말 끊임없이 독서를 하면서 계속 나를 더 늙지 않게 하려고 하고, 그래서 계속 또 끊임없이 좋은 영화를 보면서 더 이상 내가 나이 먹는 건 괜찮지만 내 영화가 더 이상 늙지 않았으면 하는 조바심으로 계속 끊임없이 좋은 것들을 찾는 것, 이게 가장 제가 할 수 있는 바람직한 이상적인 것이 아닌가 생각이 들어요. Oui, les livres sont très importants, donc je continue à lire beaucoup de livres parce que je sais que c'est ça qui va m'empêcher de vieillir moins vite. Parce qu'en fait, moi, c'est pas très important si je vieillis, mais je veux pas que mes films vieillissent. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de me documenter, en tout cas de lire des livres qui vont me maintenir jeune, entre guillemets. C'est vraiment mon idéal. Alors, on en parlait, vous signez donc un film d'horreur, Tale of Two Sisters en 2003. Et puis qui vous fait connaître d'ailleurs sur la scène internationale. Ça suit avec les deux polars qu'on vient de citer, Bittersweet Life et I Saw the Devil. Et finalement on se dit, ah tiens, il y a un élément qui revient assez récurrent dans les films, qui existait avant, mais là qui est vraiment plus
détectable, c'est celui d'une sorte de déconnexion des personnages avec la réalité. Alors évidemment, The Tale of Two Sisters, c'est vraiment mis en avant. Il y a vraiment, on ne sait plus, on se perd, on passe d'une réalité à l'autre, constamment, et ça devient un principe narratif. Vos personnages perdent complètement leurs repères, et ça devient un mode narratif, c'est-à-dire qu'on perd le spectateur, on ne sait jamais, et finalement, mais c'est une manière aussi plus aisée de se mettre à la place aussi des personnages, de mieux comprendre leurs agissements qui paraissent parfois complètement absurdes et violents, et ça nous fait presque parfois accepter leurs actions. Ben, est-ce que c'est important? Et d'ailleurs, vous-même, d'ailleurs, quand vous écrivez vos films, quand vous les réalisez, vous passez aussi d'un état à l'autre, comme ça, surtout à l'écriture des films. Vous revenez dessus, sur une trame qui vous paraît classique, et vous décidez comme ça de faire des ruptures narratives, des ruptures, encore une fois, avec la réalité. 그러니까 제가 아마 제 영화를 통틀어서 보면은 그러니까 그 시대를 시대상을 막 이렇게 막 반영하거나 요즘 유행하는 것들을 트렌드를 막 영화에 담거나 이런 영화는 없었던 것 같아요. 내가 왜 나는 현재적인 것들을 잘 못하나, 왜 그런 영화를 못하는 건지 안 하는 건지, 왜 그런 영화가 없나 이렇게 생각을 해보면은 제가 되게 현실적인 어떤 삶에서 사실은 유리된 삶을 살고 있었거든요. 10년을 넘게 백수 생활을 했고 실제 생활도 많이 해봤고, 그래서 되게 이제 현실을 내가 보는 시각에서 느낌을 조합하는 경우가 있어서 그것이 영화 안에서도 그런 형식으로 보여주는 것이 아닌가. 이게 질문 대답이 된 건지 잘 모르겠네. En fait, j'ai jamais vraiment fait de film qui reflétait la réalité du moment ou les ambiances un peu à la mode. Et avec le recul, je me demandais pourquoi c'était le cas. Est-ce que c'est parce que j'étais incapable ou parce que je refusais? Et je me suis dit que mes films peut-être manquaient aussi un peu de réalisme parce que j'avais vécu pendant 10 ans une vie qui n'était pas du tout réaliste, parce que j'avais jamais travaillé pendant 10 ans. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je m'éloignais un peu du réalisme. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. 내 생각에는 질문이 너무 어려서 내가 잘 이해를 못한 것 같아. En fait, je crois que la question est trop compliquée pour moi parce que je suis quelqu'un de trop simple. En disant qu'il y a vraiment tous ces personnages qui sont vraiment pris dans les moments de folie, alors qu'au départ, on pense les cerner, ils ont une vie plus classique, voilà, on les repère parce qu'on est dans les codes de genre, comme vous dites, et après, ils sont pris, voilà, comme à rompre complètement avec ce qui paraissait être. Et il y a souvent d'ailleurs dans vos films, les personnages avancent masqués et se dévoilent au fur et à mesure, et c'est souvent lié à la folie. 그러니까 그게 이제 두려움, 아까도 계속 얘기하는 거였지만은 어느 순간에 저는 이제 드라마를 어떤 그냥 한 개인에게 어떤 두려운 일들이 발생을 하고 그 두려움의 어떤 그 대상 때문에 한 인간이 어떻게 극단의 세계까지 갈 수 있는지 이런 것들을 강렬하게 이제 보여주려고 하는 어떤 그 메시지들이 있죠. 그래서 그 작은 누구한테는 사소한 두려움일지라도 그 본인에게는 이러한 극단으로 치달을 수밖에 없는 그러한 감정의 파열과 어떤 반향과 또는 어떤 그런 그 파문을 줄 수 있다라는 거, 이런 것들을 강조하려고 했던 것 같아요. 그래서 너의 두려움은 나의 두려움과 비교가 안 되겠지만은 나한테는 엄청 이렇게 파괴적이고 파멸적일 수밖에 없는 그런 상황들을 극단적으로 이제 보여주고 싶었던 거죠. 그래서 고통의 크기는 서로 다 달라요. 어떤 사람에게는 12시를 치는 종소리가 그냥 시간을 알리는 종소리겠지만은 죄인한테는, 사형수한테는 그 종소리가 자기 죽음을 재촉하는 종소리일 수도 있는 거죠.
그러니까 이거를 다루는 게 드라마인 것 같아요. Oui, en fait, comme je disais, le drame finalement est toujours intrinsèquement lié à la peur. Et parfois, la peur, ça peut être quelque chose de complètement insignifiant pour le reste du monde, alors que pour une seule personne, ça peut être quelque chose de vraiment énorme qu'elle a beaucoup de mal à vaincre. Donc, ça peut amener à des conséquences vraiment dramatiques, parce qu'on a chacun en nous des peurs qui sont différentes, mais donc soit ça peut être des peurs insignifiantes, mais soit ça peut être des peurs qui ont des conséquences. Et par exemple, on a aussi des degrés de souffrance qui sont très différents. Par exemple, quand minuit sonne, pour certains, enfin pour la plupart d'entre nous, c'est juste l'heure qui est annoncée, alors que pour un condamné à mort, ça peut être l'annonce de sa mort. Donc ça peut être, c'est vraiment la répercussion de quelque chose d'insignifiant qui peut prendre des proportions énormes pour d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment ça en fait qui fait l'art dramatique. Alors en 2013, vous, Kim Ji-won, par Chan-wook, donc avec Le Dernier Rempart, The Last Stand, par Chan-wook avec Stalker et Bong Joon-ho avec Snowpiercer, vous vous rendez aux États-Unis pour faire chacun un film. C'est-à-dire les trois grands maîtres de la nouvelle vague coréenne décident d'aller travailler à Hollywood, tous ensemble, sur cette année précisément. Vous avez une idée pourquoi? 모르겠어. 줄서 번. 아니 그러니까 나 같은 경우는 이유가 있어요. 확실하게. 사실은 이제 그 라스트 스탠드 할 때 애초에 배우는 리암 니슨이었어요. 사실은 순서대로 보면은 내가 제일 먼저 미국에 갔었어야 되는 상황이었어요. Non, en fait, pour moi, je sais. Pour Last Stand, pour Le Dernier Rempart, donc normalement, le personnage, l'acteur que j'avais en tête, c'était Liam Neeson, et c'était moi normalement qui devais d'ailleurs aller à Hollywood en premier. 근데 리암 니슨을 뉴욕에서 만나고 되게 이제 좋았는데 그 라스트 스탠드를 이제 그래서 리암 니슨은 이제 뭐 테이크 통해서 이제 되게 복수의 화신처럼 느껴져서 나는 이제 그 라스트 스탠드를 되게 이제 어둡고 비상한 복수극으로 이제 만들려고 했었어요. Et donc j'ai rencontré Liam Neeson à New York, la rencontre s'est très bien passée, et donc c'est un acteur qui est très connu pour son film Taken, donc il représente en fait à lui-même la vengeance, et je voulais faire un film en tout cas un peu sombre avec lui. 그래서 리암 니슨이 갑자기 1년의 안식년을 좀 갖겠다고 하면서 좀 1년을 미룰 수 없냐고 얘기를 하더라고요. Et c'est là que Liam Neeson me dit qu'en fait il voudrait prendre une année sabbatique. 그래서 갑자기 할 일이 없어져서 그래서 한국에 다시 돌아와서 전에 갑자기 뭐 할 게 갑자기 없어진 거예요. 그래서 근데 그때 갑자기 생각난 게 최민식 배우가 악마를 보았다라는 시나리오를 나한테 준 적이 있던 것이 그때 기억이 났어요. Et donc tout d'un coup, je me suis retrouvée avec rien à faire, donc je suis rentrée en Corée, et tout d'un coup je me suis souvenu que l'acteur Choi Min-sik m'avait donné le scénario de J'ai rencontré Liam. 그래서 악마를 보았다 시나리오 그때 처음 읽었을 때 너무나 이제 잔인하고 막 이런 그 원작이어서 그래서 이제 그럼 그 시나리오를 내가 다시 한번 각색해서 새로운 어떤 복수극을 만들어야 되겠다 생각을 하고 그 사이에 악마를 보았다를 만든 거죠. Et à l'époque, je trouvais que le scénario était beaucoup trop cruel, donc j'ai voulu l'adapter, donc je l'ai adapté pour en faire une sorte de nouveau film de vengeance. C'est là que j'ai commencé à faire J'ai rencontré Liam. 그래서 지금 고백하는데 사실은 악마를 보았다를 만들고 너무나 사실은 나도 이제 약간 심한 그 어두운 세계에 너무 1년을 넘게 빠져 있다 보니까 우울증에 걸려서 도망치다시피 여기서 빠져나가 이 영화계를 도망치다시피 미국에 가서 그냥 아무 영화나 한 편 하려는 마음으로 라스트 스탠드를 하게 된 거죠. Et j'avoue aujourd'hui devant vous que quand, après le tournage de J'ai rencontré le diable, ça a été très... En fait, j'ai eu une sorte de dépression parce que j'avais plongé pendant plus d'un an dans un monde obscur, très sombre. Donc la seule idée que j'avais, c'était de m'échapper de tout.
de partir et de faire n'importe quel film aux États-Unis. 근데 도망갈 리암 니슨은 돌아오지 않고 그 당시 이제 주지사를 됐던 아놀드 슈왈제네거가 라스트 스탠드를 하고 싶다라고 의견을 물었던 것 같아요. Et Liam Neeson n'est pas revenu. Et Schwarzenegger, donc, qui était à l'époque gouverneur, a montré en tout cas son souhait pour faire le film. 그래서 제가 이제 그 배우들을 좀 많이 타는 스타일인데 탄다는 말이 어떻게 그러니까 배우의 약간 배우의 컬러에 맞춰서 영화를 좀 찍는 편인데 그 당시에는 좀 더 그냥 가볍고 유쾌하고 아주 영화적인 그러니까 애초에 생각했던 라스트 스탠드가 아니라 악마를 보았다를 만들고 나서 아주 반대되는 영화, 아주 경쾌하고 재밌고 그냥 활극적인 영화를 만들고 싶었고 또 마침 또 슈왈제네거가 이제 이것을 하고 싶다 그래서 오히려 이제 그런 영화를 더 만들 어두운 복수극이 아니라 이런 영화를 만들 수 있겠구나라는 생각으로 이제 라스트 스탠드를 만들게 됐죠. Et je suis un réalisateur qui est très, alors je dirais pas influencé, mais je fais les films en fait selon les acteurs, c'est-à-dire que l'acteur que j'ai en face de moi va vraiment influer sur le film que je fais. Et quand j'ai rencontré Schwarzenegger, justement, j'ai voulu faire un film très léger et très joyeux, parce que justement aussi je sortais de la période où j'ai rencontré le diable qui avait été très difficile et très sombre. Et à l'origine, Le Dernier Rempart devait être un film justement sombre, et tout d'un coup j'ai pris le contre-pied, et donc j'ai voulu faire un film très, très joyeux et très gai. 그래서 라스트 스탠드는 제가 여태까지 만든 영화보다는 조금만 더 너무나 특히 많이 다른 영화여서 가끔 저도 라스트 스탠드를 만든 사람을 잊어버리고 볼 때가 가끔 있어요. Oui, donc Le Dernier Rempart est un film que je regarde, parfois j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Oui, alors, vous venez de répondre, Phil, d'une certaine manière. Ma question, c'est vous n'avez pas rencontré le diable à Hollywood, alors que la plupart évidemment des expériences de réalisateurs venus d'Asie et d'Europe ont toujours été très compliquées, voire des cauchemars. Vous avez pu faire ce que vous vouliez. 네, 그렇죠. 그러니까 시스템의 악마는 봤죠. 그리고 문화에서 차이에서 온 악마도 좀 봤고, 그리고 이전까지는 이제 한국 현장은 이제 되게 이제 감독 위주의 감독의 전권을 가지고 되게 어떤 면에서는 되게 수직적인 어떤 그런 권력의 어떤 형태가 수직적이었어요. 감독이 특히 이제 뭐 그것도 뭐 신인 감독 위주이지만은 한국 영화 현장은 감독 시스템으로 돌아갔었는데 처음으로 이제 스튜디오 시스템의 영화를 하게 됐는데 그래서 지금 이브가 얘기한 것처럼 좀 더 가벼운 마음으로 영화를 만들려고 했기 때문에 나는 그렇게 스트레스가 좀 덜하지 않았나 생각이 들어요. Oui, j'ai rencontré le diable dans le système et dans le choc des cultures à Hollywood. Mais comme en Corée, en fait, effectivement, il y a le réalisateur est sur le plateau, en tout cas, a les pleins pouvoirs. Il y a vraiment une sorte de pouvoir, en fait, à la verticale sur le plateau qui est complètement différent donc, des studios hollywoodiens. Là-bas, le système, c'est le système des studios. Mais comme je faisais justement un film assez léger et pas trop prise de tête, je pense que j'ai beaucoup moins de stress que les autres réalisateurs. 그래서 이제 그 전까지는 이제 라스트 스탠드를 하기 전까지는 한국에서 보통 이제 하루 촬영 시간이 12시간인데 그 당시에는 한국에서 뭐 12시간, 뭐 14시간까지도 막 촬영이 허용되는 그런 분위기였고 그래서 처음으로 이제 12시간을 한국보다 적은 회차로 찍어내야 돼서 이제 스트레스는 사실 크게 받았었죠. 그리고 나서 이제 다시는 미국 영화 안 가고 이제 한국에서 좋은 조건으로 좋은 환경에서 찍을 거야 해서 왔는데 한국도 이미 많이 바뀌어서 내가 다시 일정을 찍을 때는 미국과 똑같은 시스템으로 영화를 하루 12시간에 찍었던 것 같아요. Et avant, donc à l'époque, à Hollywood, on pouvait tourner jusqu'à 12 heures par jour, alors qu'en Corée, on pouvait tourner jusqu'à 14 heures par jour. En tout cas, c'était autorisé. Donc, quand j'ai dû tourner seulement 12 heures par jour, j'ai été très stressée. Ça m'a un peu frustrée aux États-Unis et je me suis dit, bon,
je reviendrai plus aux États-Unis et je tournerai en Corée. Et en fait, à l'époque, quand je suis rentrée en Corée, justement, les lois avaient beaucoup changé et en Corée aussi, on tournait 12 heures par jour. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai fait aussi le tournage donc, de Age of the Shadows. Ensuite, vous revenez en Corée. Deux films, The Edge of Shadows et Ilang, l'adaptation donc du film d'animation japonais. Et on sait que vous n'avez jamais vraiment fait de film auparavant purement politique, où la politique arrivait mais souvent en sous-texte. Et là par contre, on sent vraiment un investissement plus politique, en prenant évidemment une histoire avec The Edge of Shadows sur l'occupation japonaise en Corée, et Ilang, qui est donc là un film d'anticipation, mais on parle aussi d'une résistance à un système totalitaire et militaire, avec aussi des gens qui résistent à ce système. 그러니까 뭐 그건 약간 우연의 일치였던 것 같아요. 그러니까 난 그 전까지는 사실 이제 가장 판미적인 것이 이제 더 큰 정치적인 역동력과 그러니까 아드로노인가 마루쿠젠가 같은 되게 미학 비평가, 되게 유명한 미학 비평가 얘기한 적이 있었는데 브레이트의 교훈국 또 계몽국보다 보들레르의 판미적인 시가 훨씬 더 정치적인 잠재력과 파괴력을 더 띌 수 있다라는 얘기. 그리고 프랑스 혁명을 갖고 온 것은 사실은 무슨 뭐 계몽 사상가들이라기보다는 그 빈부 신분 계급 신부 차이가 나는 남녀 간의 사랑을 비극을 다룬 그런 대중 소설, 그런 통섭적인 대중 소설이 프랑스 혁명을 더 끌고 왔다는 이 말을 나는 전적으로 믿는 편이어서 내가 정치적인 얘기를 하더라도 영화적으로 그 안에 어떤 다른 형식으로 다른 세계와 다른 뉘앙스로 담으려고 했던 것 같아요. 어떤 면에서는 다 그런 것이 이전 영화에 있었는데, 근데 미국 갔다 와서 밀정과 일랑은 그런 얘기를 약간 표면적으로 냈던, 근데 그게 의도했던 건 아니고 좀 우연적인 요소였던 것 같아요. Ça, par contre, c'est un peu un hasard. Je crois que c'est Adorno ou Marcus, en tout cas, c'est un critique en art, en esthétique, qui avait dit que par rapport à Bertolt Brecht, parfois les poèmes de Baudelaire avaient un potentiel et un pouvoir de destruction beaucoup plus politique. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Il disait aussi que, je suis aussi de ceux qui pensent que la Révolution française n'est pas due au siècle des Lumières, mais plutôt au roman populaire qui parle de tragédie entre l'amour d'un homme et d'une femme. Donc mes films parlent également de politique, mais en tout cas pour Age of the Shadows et pour Ilang, c'est pas quelque chose en fait qui était voulu. 근데 재밌는 거는 그 두 편이 이렇게 연속적으로 만들었는데 밀정은 제가 만든 영화 중에서 가장 흥행에 성공했고 일랑은 내가 만든 영화에서 가장 폭망한 영화여서 되게 온도차가 되게 심한 두 편의 영화를 연속적으로 만들었던 것 같아요. Oui, et puis ce qui est anecdotique, c'est que donc j'ai fait les deux films à la suite, mais parmi tous mes films, le film qui a vraiment cartonné au box-office, c'est Age of the Shadows, et le film d'après, donc Ilang, a été le film qui a été l'échec le plus cuisant de ma carrière. 그래서 그 일랑이 되게 흥행적으로 되게 이제 완전히 망했는데 그 일랑을 통해서 현대 관객들의 영화를 봐야 하는 태도가 많이 바뀌었다라는 거, 그런 것들을 이제 많이 느끼게 됐고, 또 현재는 좀 더 관객들이 영화를 선정하는 거에서 어떤 이제 생각이나 패러다임이 많이 바뀌어서 기존의 영화를 대하는 태도로서는 관객과 평단에 이전에 내가 영화를 만들 때만큼 지지를 못 받겠구나, 받을 수 없겠구나라는 생각을 하게 됐고, 그래서 계속 나를 새로운 좋은 영화에 익숙하게끔 그 다음서부터 이제 많은 어떤 생각들을
하게 됐던 것 같아요. Oui, donc la Brigade des lots a été un échec vraiment total. Et j'ai compris qu'en fait l'attitude du public moderne avait beaucoup changé et qu'il y avait une sorte de paradigme qui avait changé. Enfin, le choix du public a changé. Et je me suis rendu compte que je n'aurais jamais plus en fait l'intérêt en fait du public d'avant et le soutien, et c'est ce qui m'a poussé à me renouveler encore plus à chaque film. Et c'est un peu ça la réflexion que j'ai eue. 결국 이제 팬데믹 이후로 이제 극장 리스크들, 그리고 영화 산업이 그리고 그러면서 이제 OTT의 어떤 플랫폼들의 어떤 그 출연들 이런 것들로 인해서 아마 지금 살면서 가장 영화계의 혼란스러운 지점에 와 있지 않나. 창작자든 산업가든 주변 그 관계자든 가장 혼란스럽고 예측 불가의 불의 시대를 살고 있지 않나. 그래서 우리가 지금 이 시점에서 영화란 무엇이고, 우린 또 이 영화를 어떻게 또 새롭게 영화라는 것을 관객들한테 보여줘야 되는 것인가. 이런 고민들을 많이 하게 되는 그런 시점인 것 같아요. Oui, c'est vraiment une période de réflexion, puisque après la pandémie a amené beaucoup de soucis pour les salles, puisqu'il y avait un risque d'aller dans les salles obscures, il y a eu l'apparition des plateformes. On vit, je pense, une période très chaotique, en tout cas dans le cinéma, pour tout le monde, pour les gens de l'industrie, pour les créateurs, pour les distributeurs et les autres métiers qui sont dans le cinéma. Et c'est vraiment un peu une période imprévisible que l'on vit pour le moment, où on se questionne sur ce qu'est l'essence du cinéma et pour savoir en fait comment se renouveler pour attirer le public. 그러니까 OTT가 나오면서 이제 감독들이 또 하나의 어떤 창작을 만들 수 있는 어떤 룸이 만들어진 건 사실 좋은데, 정말 진짜 괴로운 거, 정말 견딜 수 없는 거는 그 OTT TV나 태블릿으로 보면서 1.5배나 2배로 빠르게 보는 것들이 사람들이 이제 그게 좀 습성이 되어가는, 이건 정말 너무나 힘들고 괴롭고 받아들일 수 없는 지점인 것 같아요. Et le fait donc que les plateformes soient arrivées, ça, pour les créateurs en tout cas, effectivement, c'était quelque chose de bien, puisque ça nous donnait un autre espace de création. Mais ce qui est très difficilement acceptable et ce qui est très douloureux, c'est que maintenant, le public a l'habitude de voir les films à la télé ou sur des tablettes, et ils ont tendance à toujours appuyer sur vitesse rapide 1,5 ou 2 fois plus rapide, et ça c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. 그러니까 그 감독이 약간 어떤 그 템포와 타이밍과 이런 거를 정말 세심하게 매번 그런 걸 고민하면서 만들고, 타이밍을 그 속도를 고민하고 뭐 이러는데, 많은 관객들, 특히 이제 다 그런 프랑스 국민들은 어쩐지 모르겠는데, 그 OTT에 나오면 걸어놓으면 그걸 1.5배 빠르게로 본다고 해서 너무나 좀 괴로웠던, 그렇게 즐겨 본다고 해서 그 얘기 듣고 되게 괴로웠던 기억이 있어요. Oui, parce que peut-être pas tous les réalisateurs, mais en tout cas la plupart des réalisateurs ont vraiment ce souci du timing, du tempo. On réfléchit beaucoup à la vitesse, au rythme du film. Et alors je sais pas, c'est peut-être pas le cas du public français, mais quand j'avais entendu dire que les Coréens regardaient les films en appuyant sur vitesse multipliée par 1,5, ça m'a fait beaucoup de mal. Je voudrais tout de même revenir justement sur surtout The Edge of Shadows, forcément Ilan, sur leur thématique, parce que ce sont quand même deux films qui parlent de la résistance face à l'oppresseur, face à un régime totalitaire, que vous réalisez pendant le régime autocratique de Park Geun-hye, je ne sais pas si je prononce bien son nom, ce qui vous vaudra d'ailleurs de finir sur une liste noire à la McCarthy. C'est-à-dire que vous, Bong Joon-ho et Park Chan-wook, vous ne pouvez quasiment plus réaliser vos films. Il faut attendre la destitution en 2017 de Park Geun-hye pour que vous puissiez retrouver vos repères. C'est pour ça que je me dis, il y a quand même une parabole, surtout dans The Edge of Shadows,
qui rappelle quand même cette période, et puis d'autres périodes beaucoup plus noires encore dans les années 80. 네, 이제 그 블랙리스트에 올린 거는 이제 여러분도 아실지 모르겠지만 이제 우리 또 그 근현대사의 비극의 이제 세월호를 통해서 많은 어린 희생자들이 생기면서 이제 그것이 이제 계속 그 정부 책임자들이 책임을 회피하려는 법 개정을 막 이렇게 하는 차원에서 우리가 이제 가족들이 요구하는 법 개정을 그 희생자 가족들이 그런 법 개정을 지지한다 이런 성명을 계속 발표했던 것 같아요. 그래서 이제 정부에서 눈에 가시처럼 생겼던 것 같아요. 그래서 밀정을 만들 때 정부에서 주는 그 지원금을 못 받고 계속 이제 우리가 알아서 자금을 받아야 되는 조달해야 되는 상황이 있었는데 사실은 저보다는 제작자가 많이 더 힘들었을 것 같아요. 제작자가 또 이제 또 노무현 대통령이나 되게 이제 그 민주적인 대통령의 생일을 다룬 변호인을 만든 제작자여서 아마 이제 그때 이제 그 박근혜 정권 때 많이 요주의 제작자로 아마 지켰던 분이어서 그 제작자한테 자금을 만드는 게 좀 애먹지 않았나 생각이 듭니다. Il y a donc la tragédie que peut-être vous connaissez, c'est le naufrage du ferry Sewol qui a fait de nombreuses victimes parmi les jeunes gens qui étaient sur le ferry. Et donc les membres du gouvernement avaient essayé d'échapper à leurs responsabilités et les familles des victimes avaient demandé à ce que la loi change. Et on était plusieurs donc à avoir signé cette demande. Et pour le gouvernement, ça a été un peu une sorte d'épine au pied. Donc on a eu du mal à obtenir des subventions publiques pour faire du cinéma. Et donc on a dû trouver des aides privées, enfin des capitaux privés. Mais ce qui a été le plus dur, c'est pas finalement pour les créateurs, c'était surtout pour les producteurs et surtout pour l'un d'entre eux qui avait produit donc le film L'Avocat, je ne sais pas si c'est le titre français. Et donc il y a eu beaucoup de mal qui étaient vraiment blacklistés, qui avaient eu du mal à continuer à faire les films.